Symbole des nouveaux médias alternatifs, TV Liberté a bousculé la presse audiovisuelle dans son entier. Les médias les plus lucides comprennent dorénavant que leur survie se joue avec un esprit d'ouverture à toutes les sensibilités et à de nouveaux visages. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique, subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. L'année 2022 qui s'annonce va être l'année de tous les dangers. La France, chacun le sent bien, est à un tournant décisif où va se livrer la mère des batailles. TV Liberté ne cesse de renforcer son audience et son influence. Nous touchons dorénavant les Français par millions, pas par milliers, mais par millions. Le système et ses représentants ne nous pardonnent pas cette réussite. Ils ne nous épargneront aucun mensonge, aucun fake, aucun coup bas. Il faudra avoir les moyens de répondre et riposter, les moyens de créer, innover, les moyens de se battre pied à pied, maintenir les positions, lancer les offensives, gagner du terrain, briser les lignes adverses, remporter des victoires décisives, faire gagner nos justes causes. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Technicien et ingénieur civil des ponts et chaussées, Bernard Gantois publie son nouvel ouvrage intitulé « Démolition » aux éditions de Chiré et en vente sur la boutique officielle de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Et en introduction de ce livre, Bernard Gantois s'écrit « J'aime la France », ça tombe bien nous aussi, d'où notre invitation. Bernard Gantois, bonjour. Bonjour Martial et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être présent pour présenter ce bilan sans concession sur l'état de la France et au-delà d'un préambule en forme d'hymne à la France et à son peuple, il y a dans votre ouvrage un premier constat, la France s'effondre et même ses habitants les plus imperméables finalement à la politique finissent par s'en apercevoir. Oui, absolument. Et alors en fait, j'ai écrit ce livre parce que tout le monde dit et répète à l'envi, c'est la faute à Macron. Mais en fait, ça n'est pas que la faute de M. Macron. Tout le phénomène de démolition de la France a commencé dans les années 70, du moins pour la phase que nous connaissons. Il y a d'autres raisons plus stratégiques ou géopolitiques qui sont plus anciennes, mais dans les années 70. Et chacun des présidents que nous avons connus après le grand général y a apporté sa touche. Mitterrand a apporté l'ouverture à l'immigration, Chirac a apporté la suppression des racines chrétiennes dans la Constitution européenne, et puis Sarkozy a mis au placard le Karcher qu'il prétendait avoir sorti, et puis tous, y compris M. Hollande, qui a déclaré qu'il était l'ennemi de la finance en lui ouvrant largement les portes quand il a pris le pouvoir. Donc, M. Macron n'est que, si j'ose dire, la cerise sur la crème chantilly qui est en haut du millefeuille. Et vous dites que la destruction qui s'est faite est celle des fondamentaux, c'est le terme que vous utilisez, et vous ciblez cela vers 1968-1970. Est-ce que vous considérez que les événements de mai 68 sont le révélateur de cette destruction des fondamentaux? Oui, en fait, comme je l'explique dans la fin de mon bouquin, qui est optimiste, puisque j'explique que ça va s'arranger, cette démolition de la France n'est que la conséquence d'une démolition des nations, c'est-à-dire d'une stratégie mondiale, qui n'est pas un complot, mais qui est plus un consensus, ayant pour objectif final de liquider les nations pour établir un gouvernement mondial.
Et la France est un pays particulièrement dangereux pour ce programme mondialiste, parce que, en gros, elle a des racines chrétiennes, voire catholiques, et que le mondialisme est par définition opposé à l'Église. Donc, le crime de la France, c'est d'être la fille aînée de l'Église. Et c'est pour cette raison que, ayant par ailleurs une histoire qui la rend peut-être plus robuste à la démolition que les autres pays, qui se sont créés bien après elle, l'Allemagne récemment, relativement récemment, l'Italie pareil, la France est une cible de choix dont il fallait s'occuper. Alors maintenant, pourquoi les années 70 ? Les mondialistes ont une obsession, c'est la surpopulation terrestre. Alors, évidemment, pourquoi ? Parce que le gouvernement mondial, ça sera une centaine de personnes qui dirigeront la boutique, aidées par 3 ou 4 millions d'assistants. Mais même comme ça, ils ne pourront pas diriger une planète de 8 milliards d'habitants. Donc il faut réduire la population par tous les moyens. Après la guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, le problème paraissait évident. On allait faire une guerre nucléaire, il n'y avait pas de problème, ça allait résoudre la question. Mais on s'est rapidement aperçu que la guerre nucléaire était impossible parce qu'on ne retrouverait jamais quelqu'un d'assez fou pour appuyer sur le bouton. Et cette révélation est arrivée dans les années 65-70. On a donc trouvé autre chose. Et cette autre chose, c'est la politique, la chimie, la malbouffe et tout le reste pour réduire la population. Et pour appliquer ce programme, il était nécessaire de commencer à changer les dispositions nationales dans les pays qui avaient un fonds national important, et donc la France en premier. Et les événements de 68, puisqu'on y faisait allusion, sont peut-être un peu une révolution partie à Nanterre, mais sont aussi et surtout une agitation provoquée par des pouvoirs outre-Atlantique qui ne supportaient pas la force de frappe nucléaire et indépendante qu'avait fait le général. Est-ce qu'il y a plusieurs types de destruction ? Bien sûr, on va en parler. Quelle est la plus éprouvante, peut-être la plus cruelle ? Est-ce que c'est, comme vous le dites, la destruction de la religion ou celle de la puissance de la France qui aura été liquidée avec son peuple ? Non, mais la destruction des fondamentaux, c'est-à-dire la religion, l'armée et le peuple, pour reprendre le triangle de Dumézil, ceux qui prient, ceux qui se battent et ceux qui travaillent, est lié indissolublement à la destruction de la puissance. Alors, on a commencé par détruire effectivement les fondamentaux. Bon, la religion a été détruite depuis la Révolution au XVIIIe siècle, de jour en jour, d'année en année, avec permanence, constante, obstination. Et on voit le résultat aujourd'hui, mais ça a quand même duré un moment. On a le droit de résister aussi. On a le droit de résister, mais il n'y a pas de résistance, même de l'Église elle-même. Ah non, mais l'Église, c'est un autre sujet. D'accord, bon. Mais c'est une autre approche du même sujet. Enfin, on n'est pas toujours obligé ça nous d'accepter. emmènera un peu loin pour aujourd'hui. L'armée a été détruite, là c'est plus récent, parce qu'on avait besoin de l'armée quand même après les 2 guerres mondiales. L'armée a été détruite dès qu'on a terminé les guerres coloniales par manque d'argent. Tout simplement. Et maintenant, je lisais encore hier que la nouvelle série des Rafales marines était repoussée au calende grec, ce qui fait que nos malheureux avions de marine, que ce soit ceux embarqués sur le Charles de Gaulle ou ceux qui sont basés à terre dans les bases navales maritimes terrestres, sont en nombre ridicule. Il y en a 40, il en faudrait le double, mais bon, les nouveaux appareils sont mis à perpète. Donc l'armée est tuée par manque d'argent et le peuple, il est liquidé par ce que M. Koudenov-Kalergi appelait la mixité culturelle et raciale. Il y a d'autres destructions. Les destructions qui sont programmées. Ces trois-là sont nécessaires pour détruire la puissance. J'essaie de suivre votre pensée dans l'ouvrage. Il y a d'autres destructions programmées en route.
Vous dites qu'il y a une destruction essentielle aussi, la destruction de l'enseignement à travers, de l'histoire. Les destructeurs rejoignent les déconstructeurs dans ce cas-là. Absolument. Alors la destruction de l'enseignement, si vous voulez, le gouvernement mondial ne peut régner, même après une réduction substantielle de la population terrestre, que dans une dictature. Pour qu'une dictature fonctionne bien, il faut grosso modo éliminer la classe moyenne, avoir une classe de patrons et une classe d'esclaves. Alors, les patrons, c'est facile, il suffit de chercher parmi les patrons des banquiers, il y en aura quelques milliers qui dirigeront la boutique, quelques assesseurs pour qu'ils aient la puissance et les médias, mais la classe moyenne est détruite. Tout le monde dit on détruit la classe moyenne, mais il faut savoir qu'en 1973, la Trilatérale a commandé un rapport à M. Crozier, Monsieur Watanuki, autant que je me souvienne, et un troisième dont le nom m'échappe, sur l'avenir de la démocratie. Et dans ce rapport, il y a un paragraphe extrêmement clair expliquant que la classe moyenne est extrêmement dangereuse pour la démocratie, car les revendications qu'elle a mettent en danger, par leur force et leur intelligence, les pouvoirs démocratiques. 1973. Donc, la destruction de la classe moyenne. Alors, la Trilatérale, c'est une organisation créée par M. Rockefeller et quelques-uns de ses amis. La classe moyenne est vouée à la destruction depuis 73, 2021, près de 50 ans. Et ce qui est écrit en 1973, et on retombe toujours dans les années 70, c'est toujours la même chose. Ce qui est écrit en 1973, au bout de 50 ans, s'applique. Et ça n'est pas le seul cas. Et pour fabriquer la troisième catégorie, c'est-à-dire les esclaves, effectivement, les gens de l'école de Jules Ferry n'étaient pas prédisposés à devenir des esclaves. Ils savaient lire, ils savaient écrire convenablement et ils savaient compter. Ils étaient tellement peu des esclaves qu'ils ont quand même gagné une guerre et puis l'autre a été perdu pour d'autres raisons. Mais donc il faut changer ça. On ne peut pas avoir un peuple intelligent et un peuple d'esclaves, c'est incompatible. Donc il faut les abrutir. Et comme par hasard, dans les années 70, on a vu arriver dans tout l'Occident, quand je parle, alors sur ces sujets généraux, l'Occident et la France, c'est à peu près le même traitement, on a vu arriver dans tout l'Occident la méthode globale. La méthode globale, dont un prix Nobel a dit dans les années 75 ou 76, un prix Nobel de médecine, a dit que elle détruisait le cerveau gauche, ou plus exactement, elle empêchait le cerveau gauche de se développer. Or, le cerveau gauche, c'est le cerveau de l'intelligence, et donc la méthode globale donne la priorité absolue au cerveau droit, qui est le cerveau du sentiment, et c'est pour ça que maintenant tout le monde regarde la télévision, qui crache son message de façon sentimentale. En gros, entre la généralisation en Occident de la méthode globale dans l'enseignement et la photographie qui fait pleurer l'Occident du petit Aylan crevé sur sa plage, c'est le même but. Sauf que pour que Aylan fonctionne, il fallait 50 ans de méthode globale. Rien ne trouve grâce à vos yeux. Car vous évoquez aussi, par exemple, la destruction de nos industries ou de l'agriculture. Mais l'heure est pour tous les candidats en 2022. Vous les entendez quand même, à la réindustrialisation de la France, aux relocalisations, à l'aide à l'agriculture. Les destructeurs, ils sont mis au placard, Bernard Gantois. Non, mais attendez, d'abord, la parole d'un candidat à la présidence de la République, à mon avis, ça vaut un pet de lapin sur une toile cirée. Le président de la République, dans son Le président 2030. de la République a une parole dont l'expérience a montré qu'il fallait s'en méfier, puisqu'il n'hésitait pas à dire une chose et son contraire, ou à dire une chose, le vaccin ne sera pas obligatoire, et à faire son contraire, si vous n'êtes pas vacciné, madame l'infirmière, vous n'aurez plus de salaire. Donc ça, ce sont des paroles dont, quand je les entends, je n'aurais pas tendance à changer de chaîne, mais c'est pas loin. Discours Objectif 2030, ce sont des engagements pris par le chef de l'État pour l'avenir. Non, attendez, un engagement de politicien ne vaut rien. Sauf pour celui qui l'écoute. Bon, alors l'air du temps, dans ce cas-là, est quand même à la réindustrialisation de la France. Non, l'air du temps n'est pas du tout à la réindustrialisation. Parce que c'est un peu tard, d'abord, et puis on continue à bazarder les quelques industries qui nous restent.
Encore. Je vais continuer dans la mauvaise foi. Vous consacrez un chapitre à la destruction de l'information. La mauvaise foi, je m'excuse, mais ce que je décris dans mon bouquin, ce ne sont pas des idées en l'air, ce sont des événements qu'on a connus. Ça n'est pas moi qui ai inventé qu'en 1997, on a pulvérisé Super Phénix et que ça a été un élément majeur de la baisse de la puissance française, de la démolition de la puissance française. La mauvaise foi, c'était pas pour vous, c'était pour moi. Vous consacrez un chapitre à la destruction de l'information, en tout au moins de sa diversité. Mais là encore, vous voyez, je vais faire preuve de mauvaise foi. Il n'y a jamais eu autant de chaînes de télévision et grâce à l'Internet, malgré les menaces, les sanctions, les coupures, les censures, il y a la presse alternative qui explose. Donc il y a des éléments qui sont favorables et qui devraient vous permettre d'être un peu plus optimiste. Seriez-vous prêt à parier la moitié de votre salaire sur le fait qu'Internet ne sera pas censuré dans les 5 ans qui viennent ? Il est déjà depuis 5 ans, donc non, je ne vais pas... Non, mais censurer vraiment. Enfin, bon, si vous voulez, quand YouTube a commencé à censurer l'information, il y a eu création d'Odyssée. Bon, mais par exemple, si vous regardez de près les logiciels d'enregistrement de vidéos, ceux qui fonctionnent sur YouTube ont beaucoup de mal à marcher sur Odyssée. Et pour enregistrer une vidéo sur Odyssée, il faut trouver le bon logiciel. Hein. Donc, si vous voulez, l'information est totalement contrôlée en ce qui concerne la télé, les grandes télévisions et la presse écrite. Enfin, Dieu merci, la presse écrite, comme plus personne ne sait lire, elle va finir par s'effondrer dans la crasse intellectuelle que fabrique l'éducation nationale. Je prends des mots un peu différents de ceux de M. Brielli pour pas être accusé de plagiat, hein, mais c'est lui qui a écrit La fabrique de crétins. Alors moi je dis crasse intellectuelle, comme ça il n'y aura pas de plagiat. Et donc... Tout est parfaitement sous contrôle et les télévisions, la presse écrite donc va crever et la télévision appartient à peu près aux mêmes milliardaires que ceux de la presse écrite. Quant à ceux aux télévisions publiques, n'en parlons pas. Elles défendent le gouvernement quel qu'il soit et quoi qu'il fasse. Vous faites un tableau particulièrement sombre, on le voit, hein, au fur et à mesure de votre propos de la situation de notre pays. Vous êtes vraiment convaincu que je ne préférerais pas faire des tableaux roses ? Non, mais moi je prends acte de ce que vous dites, mais on va venir à cet aspect-là. Vous évoquez aussi les destructions externes, cette fois-ci, celles qui viennent de l'extérieur donc de nos frontières. Et pour vous, si je pouvais faire simple, l'ennemi c'est Manhattan et Bruxelles. Ah ben, c'est tout à fait simple et c'est tout à fait ça. J'ai repris dans un chapitre le titre donc du film de Scorsese, The Gangs of New York. Les gangs de New York, c'est Wall Street, le Rockefeller Center et l'ONU, qui sont le Rockefeller Center et Wall Street à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. L'ONU, c'est un peu plus loin, il y a 3 kilomètres. Mais l'ONU, c'est le centre du désir du gouvernement mondial parce qu'il s'y verrait bien comme gouvernement mondial. Les Wall Street et le Rockefeller Center, et puis quelques autres de moindre importance, sont les pôles qui le désirent, ce gouvernement mondial, pour en profiter un peu sur le plan économique et régner sans partage sur la planète transformée en esclave, du moins en ce qui concerne l'Occident dans un premier temps. Quant à Bruxelles, ce sont les larbins des précédents. Il suffit de voir Madame van der Leyen embrassant avec tendresse le PDG de Pfizer, Monsieur Burla, comme on l'a tous vu à la télévision dans les quelques jours passés, pour comprendre que entre l'Union européenne version Bruxelles et les gangs de New York tels que je les définis, ça va très bien. Face à ça, face à cette vision internationale, vous entrevoyez quand même une éclaircie que vous appelez l'aurore. L'aurore, de quoi s'agit-il ? L'aurore, j'ai repris un titre relativement connu, mais c'est pour quand même que, si vous voulez, il est interdit de désespérer. La France, en 1420, a connu une situation qui n'était guère beaucoup plus brillante que celle d'aujourd'hui. Puisque, suite au traité de Troyes, la France avait été vendue aux Anglais et devenait donc une colonie anglaise. Et puis, ça n'a pas marché, il y a eu Jeanne d'Arc. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il y aura une nouvelle Jeanne d'Arc, mais je pense que le vrai pouvoir qui conduit à la démolition, qui est le titre de mon bouquin, va s'effondrer.
L'héritage spirituel catholique semble quand même un rempart bien frêle aujourd'hui. Ah non, l'héritage catholique, ils ont acheté le Vatican, ils ont mis Bergoglio, qui est un... J'ai écrit en 2017, autant que je me souvienne, une lettre ouverte au pape François, qui était très polie mais très vigoureuse, qui expliquait clairement qu'il était un agent de Wall Street mis en place pour achever l'Église. Mais est-ce que dans ce cas-là, l'aurore, c'est qui, c'est quoi? Alors, l'aurore, ça va être l'effondrement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le système mondialiste qui tue la France ne marchera pas. Et ce système étant voué à s'effondrer, ipso facto, les portes se réouvriront sur l'avenir de la France. La première raison, c'est que le système mondialiste fonctionne grâce à deux pouvoirs. Le pouvoir du fric, donc les 500 ou 1000 personnes qui dirigent les grandes banques mondiales, et pour assurer la dictature, le pouvoir du numérique et de l'informatique pour contrôler tout le monde, fussent-ils des esclaves. Or, ces deux pouvoirs ont des esprits totalement différents. Le pouvoir financier cherche à contrôler la planète sur le plan politique. Le pouvoir numérique cherche à transformer l'homme. Alors je ne dis pas que contrôler la planète sur le plan politique, ça n'est pas aussi une certaine transformation de l'homme. Mais le pouvoir numérique cherche à le transformer d'une autre manière. Il veut le transformer en un mélange plus ou moins complexe d'homme-machine informatique. En gros, c'est ce que dit Kurzweil. Je veux à ma mort qu'on me mette dans une clé USB et que je puisse revivre sous la forme de ma clé USB. Ces deux conceptions du monde sont fondamentalement différentes. Et à mon avis, il y aura forcément un jour où ces deux pouvoirs qui dépendent l'un de l'autre vont se heurter, parce que les financiers un jour vont dire aux informaticiens « vous nous coûtez trop cher » et les informaticiens vont dire aux banquiers « sans nous, vous n'êtes rien ». Là, ça commencera à mal aller. Ensuite, il y a 4 raisons, je vais en donner 2. C'est que cette folie méprise la nature. Et c'est donc ce que Aristote et les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Et la démesure, ça finit mal. Parce que tout le monde connaît l'hubris, mais dans la philosophie grecque, l'hubris se heurtait à l'anémésis, et l'anémésis, c'est la vengeance face à la démesure. C'est le mythe d'Icare. Icare voulait monter jusqu'au soleil, ce sont les gangs de New York qui veulent piloter la planète, mais Icare s'est brûlé les ailes parce qu'elles ont fondu. La nature finira par se venger. Est-ce que la nature se vengera au niveau des pouvoirs financiers, ou est-ce que la nature se vengera par des épidémies de cancer ou de Dieu sait quelle maladie, quand on finira par mélanger les puces électroniques avec les corps de manière trop intense? Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que la nature se vengera. Alors, si vous voulez, entre ces diverses raisons qui vont conduire à l'effondrement du projet de gouvernement mondial, je n'ai pas dit que ça traîne main, hein. On risque d'en baver sérieusement avant que ça arrive. Mais ça arrivera inévitablement, et quand ce projet se sera effondré, en quelque sorte, les portes des nations pourront se réouvrir. Bernard Gantois, en 2 secondes encore dans Démolition, en fait, il y a un mot d'ordre qui sous-tend l'ensemble, c'est « France, réveille-toi », qui est un vieux slogan que j'ai retrouvé, qui était celui de Jean-Marie Le Pen. Je ne sais pas si vous avez fait le lien. Non, pas du tout. Non. Et ça me mène à faire un autre lien. Avec qui? France, réveille-toi, avec qui? Pas avec quoi, avec qui? Quelles sont les personnes? On arrive à la présidentielle, il y a des gens qui font acte de candidature. Est-ce qu'il y en a qui portent cette notion de France, de réveil de la France et des Français? Je pense que il va être très difficile de réveiller la France, parce que la cerise sur la crêpe chantilly dont je parlais au début a très bien manœuvré son affaire dans les débuts de ses ennuis en 1918 et en 2018 dans l'affaire des Gilets jaunes. Il a réprimé avec violence juste ce qu'il fallait pour ne tuer personne, mais juste ce qu'il fallait aussi pour que tout le monde n'ait plus très envie d'aller faire le pitre dans des manifestations face au LBD. Et tout le monde sait que le stock de LBD modernisé et de munitions de LBD a été largement renouvelé par le cher monsieur Darmanin.
Donc je pense que la France ne se réveillera pas par des manifestations comme c'est le cas en Hollande, en Belgique ou en Autriche, parce que les Français ont déjà donné une fois, si j'ose dire. Alors pour se réveiller, il faut que ceux qui sachent lire continuent à lire. Il faut que les télévisions alternatives, dont vous êtes un magnifique exemple, fassent leur boulot le plus possible tant que la dictature ne sera pas étendue jusqu'à elle. Et puis, il faut savoir profiter des petits événements pour essayer d'aller dans le bon sens. Vous n'avez pas répondu à ma question, c'est pas demandé avec quoi, je demandais avec qui. Avec qui? Bon, alors moi, si vous voulez, je n'ai pas de préférence politique particulière, mais je trouve qu'il y a un monsieur... Si vous voulez, un politicien, ça doit être courageux et cohérent. Bon, il y en a beaucoup qui répondent à ça. Non, pas du tout. Cohérent et courageux. Oui, Madame Le Pen cohérente entre ce qu'elle disait il y a 10 ans et ce qu'elle dit aujourd'hui. Madame Le Pen a traité quand même les catholiques intégristes d'un nom d'animal extrêmement désagréable. Bon, donc c'est pas Madame Le Pen. Donc c'est pas Madame Le Pen. Bref, le seul qui est cohérent depuis qu'il parle et qui est courageux parce qu'il le montre, c'est Philippot. Bon, je ne connais pas Monsieur Philippot, je ne sais pas, mais enfin, ce qu'il dit, la façon dont il apparaît publiquement, bon, il n'a pas changé d'iota sur ses positions politiques, du moins d'après le premier discours que j'ai entendu de sa part, et on ne peut pas dire qu'il n'est pas courageux, parce que ça fait 40 semaines qu'il va faire des manifestations. Bon, donc... non, c'est Philippot. Mais voilà. Démolition contre la démolition, Philippot, j'ai bien compris, monsieur. Non. Là, vous faites un raccourci trop synthétique. Il faut que tout le monde s'y mette. Et tout le monde s'y mette, c'est lire, se cultiver, aller contre l'éducation nationale, écouter et regarder TV Liberté et vos quelques collègues sur des chaînes moins importante que vous. Et puis, quant à Philippot, bon, vous m'avez demandé un exemple. Je vous ai donné un exemple. Ça n'est pas un soutien. Merci beaucoup Bernard Gantois. Démolition, cet ouvrage, vous le retrouvez dans la boutique officielle de TV Liberté sur le site tvliberté.com. Merci Bernard Gantois. Merci bien.